Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au musée Georges de la Tour pour une formation autour du thème de la petite enfance avec différents professionnels issus de ce milieu. Elsa Job-Pijard qui est orthophoniste et formatrice, moi-même qui suis donc médiatrice culturelle au musée Georges de la Tour et en collaboration avec la direction de la solidarité. Et nous avons construit ensemble un projet destiné à créer du lien entre les parents et les enfants autour de différentes œuvres d'art du musée. Donc nous sommes ici ce matin pour quelques heures. Voilà, on va travailler autour de ce thème-là, autour des parents, des enfants, de comment on peut utiliser la culture pour créer du lien. Et donc je vous propose d'aller retrouver les différentes participantes. Voilà, donc je vous propose de me suivre. Bon, donc je me permets de retirer le masque puisqu'on est quand même assez loin les uns des autres. Voilà, on respecte les consignes sanitaires pour cette journée de formation ensemble. Voilà, tout d'abord, on vous souhaite la bienvenue dans ce bel espace qu'est le musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. On est très très heureuse avec Emma, avec Véronique, avec Emmanuel de la direction de la solidarité. Donc nous travaillons en transversalité, solidarité et culture dans le département de Moselle. Et ça déjà, je crois que ça mérite d'être souligné. C'est vraiment pas courant de faire une formation dans un beau lieu comme celui-là, donc on va bien en profiter. Alors tout d'abord, bienvenue à toutes. Merci d'avoir fait la route. Merci au musée Georges de la Tour pour son accueil. Et puis à Elisabeth qui nous reçoit aujourd'hui, à Delphine, la directrice qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui a évidemment bien contribué à travailler pour que ce moment voie le jour. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai appris un terme dans le domaine de la formation qui s'appelle forme-action. Donc un petit terme qui je trouve correspond bien à ce qu'on va faire aujourd'hui puisque il ne va pas y avoir de projection de PowerPoint, il ne va pas y avoir de choses très scolaires, on ne va pas vous dire petit a, petit b, etc. On aura un moment assis parce que bien évidemment, vous êtes en formation, on va travailler ensemble, on va essayer chacune avec notre angle d'entrée, donc Emma qui est médiatrice culturelle, moi qui suis orthophoniste, mais attention, je ne viens pas vous parler de soins, mais je viens vous parler de prévention. Parce que tout mon cheminement, ce qui m'a fait sortir de mon cabinet d'orthophonie, je vous vois avec des grands yeux parce que les orthophonistes sont un petit peu une denrée rare aujourd'hui, puisqu'il y a 1 à 2 ans de liste d'attente partout. Ça veut dire quelque chose sur l'état de la langue, du langage, des capacités attentionnelles chez les enfants, de leur capacité d'apprentissage, puisque quand on vient nous consulter, c'est qu'il y a un problème là-dessus. Ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse à ces questions de qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un enfant, qu'est-ce qui ne se transmet plus, j'allais dire quelque chose de très profond dans le domaine de l'humain, qu'est-ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qui est empêché, que se passe-t-il pour que nous voyions autant d'enfants. J'ai cofondé une association, j'ai tout un cheminement autour de la prévention. Mon cheminement, c'était de comprendre ce qu'il se passe et d'essayer de l'éviter. D'éviter, d'aller à la rencontre des parents, puisque les parents que je rencontre, une fois qu'on vient dans mon cabinet, comme toutes mes collègues, on est dans le domaine du soin, on est dans le domaine de la pathologie. Donc, toute cette réflexion autour de la prévention, c'est d'essayer de trouver ce qu'on peut faire et je suis très heureuse de vous avoir en face de moi puisque c'est bien évidemment 0-3 ans. Là, si on pouvait faire passer des messages forts et donner un certain nombre d'habitudes aux parents, des ressources et je crois maintenant, j'ai la certitude que les choses se font dans la vie. Les gens, tout ce qui est affiches, livret, programme, c'est bien, l'intention est bonne, mais est-ce que les gens arrivent à s'en saisir? Est-ce que les parents arrivent à se saisir de ces conseils qu'on peut donner sur les écrans, la gestion des écrans en famille qui est le problème numéro 1. Bon, moi, je ne suis pas contre la technologie et tout ça, mais enfin, je crois que dans la petite enfance, je vous vois tout acquiescer, merci. On ne l'invente pas, c'est quelque chose qui s'est imposé à nous
Hein, alors, on n'est pas contre les écrans. D'ailleurs, merci aujourd'hui de nous filmer parce que ça va permettre à plus de personnes de profiter. Hein, c'est toute la question des écrans dans nos vies, c'est qu'il y a à la fois des côtés formidables qu'on a tous pu vivre aussi. Là, avec cette pandémie, on était coupés, ça nous a permis un certain nombre de choses. Mais les petits que nous voyons à 1 an sont envahis dans leur stimulation, sont surstimulés, ne sont plus disponibles pour faire ce qu'ils ont à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire dans sa vie quand on est un enfant? On doit être dans l'échange, jouer, je l'ai entendu tout de suite, jouer, c'est le véritable travail de l'enfant. Plusieurs psychologues l'ont dit, notamment Sophie Marinopoulos, que je vais souvent citer puisque une des racines de ce projet, c'est quand même les préconisations que Sophie Marinopoulos donne dans un rapport qu'elle a fait au ministre de la Culture en 2019, je crois, 2019, oui, où elle amène pour la première fois cette notion de santé culturelle qui, moi, m'est très chère. Et là, je crois qu'on est exactement dans le lieu pour comprendre ça. Hein, l'art, l'éveil culturel et artistique du jeune enfant, c'est un média absolument formidable pour la relation parent-enfant. Vous qui êtes professionnel de l'enfance, c'est vraiment quelque chose sur quoi il faut prendre appui aujourd'hui pour tous. C'est ce qui va vraiment nous permettre la transmission de la langue, la transmission de la culture de chacun. Hein. Mais aujourd'hui, c'est comme ça, on est arrivé dans un monde où il y a de moins en moins de ce qu'on appelle de narration. Il y a de moins en moins d'occasions de raconter, de se parler. Il y a beaucoup de mots qui sont prononcés, une quantité incroyable de mots, mais pas réellement de langage, pardon, pas de langage porteur de sens. C'est autour de toutes ces notions que nous allons réfléchir et puis nous allons bien sûr nous pencher très fortement sur la question qui m'est très chère du jeu libre actif. Hein, ça, nous allons en parler, on réfléchira ensemble autour d'objets concrets. Moi, je suis toujours dans le concret. Je veux que vous repartiez d'ici avec des idées concrètes. Que proposer aux parents? Comment on peut leur parler d'un musée? Et évidemment, surtout à ceux qui n'auraient pas l'idée d'y venir. Hein, tout ce travail qu'on a fait avec Emma et tout ça, c'est aussi, c'est pour tout le monde, bien évidemment, ceux qui viendraient de toute façon, mais c'est aussi, nous pensons aussi, d'où ce travail très proche avec la solidarité, nous pensons bien sûr très fortement à tous ces gens qui ne se sentent pas autorisés, au public plus fragile, à ceux qui n'auraient pas poussé la porte d'un musée. L'idée est de mettre ici au rez-de-chaussée cet espace qu'on vous présentera à la fin de notre session, un espace de jeu libre dédié à ces moments parents-enfants tout simples. Aujourd'hui, amener de la simplicité, amener quelque chose qui soit en dehors de la consommation de tout, c'est devenu le vrai challenge aujourd'hui. Hein, montrer que être dans le calme, ensemble, passer des moments de plaisir à jouer, à regarder des œuvres, même si on ne va pas faire une visite peut-être de tout, même pas de manière académique, chacun va se l'approprier. Et moi, je suis vraiment très très heureuse, je le répète, de ce projet parce que je crois que là, on est vraiment dans le sens. On s'appuie sur les ressources qu'on a dans le territoire parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont peut-être sous-exploités finalement quand on y pense. Parce qu'un lieu comme celui-là, hein, si on peut faire venir des parents avec leur bébé, si ça devient, moi mon rêve ce serait que ça devienne une habitude. Voilà, ici, excusez-moi, je suis lorraine d'origine, mais ça arrive quand même qu'il y ait des week-ends où il fasse un peu gris, je peux le dire. Bon, merci. Eh bien, que par exemple, un week-end, on ne sait pas trop quoi faire. C'est vrai que les parents sont un petit peu perdus. Ils veulent à la fois beaucoup stimuler. Aujourd'hui, c'est ça, faut qu'il y ait un emploi du temps comme ça et tout. Mais se retrouver dans un espace comme celui-là, au calme, aujourd'hui, faire passer cette idée de calme, de silence, de beauté, je crois qu'on peut le dire, hein, quand on est dans un endroit comme ça. D'ailleurs, vous savez que c'est prouvé, hein, maintenant que les neurosciences s'intéressent à tout, c'est prouvé qu'être dans un musée fait du bien au cerveau. Hein. Et donc voilà, l'idée de cette formation, c'est
tous ces sujets-là. Et maintenant, je vais laisser la parole à Emma, qui va donc commencer ce que je ne vous ai pas dit. Donc, on va travailler en collaboration toutes les deux avec donc la médiatrice culturelle qui va vous apporter des éléments culturels, faire une petite visite. Je vais te laisser du coup expliquer ta partie. Et puis, ça nous servira d'appui pour travailler ensemble et voir ce qu'on peut en faire dans nos métiers de la petite enfance. Voilà, donc en fait, donc moi je m'appelle Emma, je suis médiatrice culturelle au musée et en fait avec Elsa on a concocté un petit parcours autour du thème de la petite enfance à travers nos œuvres. Donc le but c'est pas de vous faire un cours d'histoire de l'art ou ce genre de choses. Voilà, le but c'est de déjà de prendre du plaisir à regarder les œuvres et puis ensuite voir un petit peu ensemble ce qu'on pourra en faire avec les parents et leurs enfants. Donc je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec ce très beau tableau qui a été réalisé par un artiste parisien qui s'appelle Jacques Blanchard. Et quand on regarde cette toile, moi j'ai envie de vous demander un petit peu comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, en quoi ce tableau pourrait vous faire penser à votre métier ou aux relations parents-enfants, ce genre de choses. Il y a un échange entre l'adulte et l'enfant. Oui, il y a un lien. Il y a un lien. Effectivement, les deux personnages sont liés. Ici, on a ce petit garçon qui offre quelque chose à cette femme. On peut supposer que c'est sa mère. Et puis, ils sont liés effectivement aussi par le bras de la maman qui prend une petite fleur dans la corbeille. Oui. D'autres idées ? Donc là, oui, il y a le lien effectivement parent-enfant. Moi, en regardant l'œuvre, je me disais, en réfléchissant à la visite, je me disais qu'on pouvait peut-être aussi y voir justement le côté l'enfant qui est super fier de cueillir des petites fleurs de pissenlit ou des... Enfin, souvent je dis ça parce que c'est souvent les pissenlits qui reviennent. Et le côté je suis fière de t'offrir quelque chose, d'offrir quelque chose à son parent. Donc voilà pourquoi on avait sélectionné cette toile. Alors en fait ce tableau il représente effectivement Flore, la déesse romaine du printemps, et son fils Carpos qui lui apporte donc ces fleurs. En fait ce tableau représente le printemps, il fait partie d'une série de 4 œuvres qui représentaient donc les 4 saisons. Et ce peintre, alors par contre, a connu, enfin en tout cas ses œuvres ont connu un destin un petit peu tragique, notamment au 19e siècle. Il a représenté beaucoup de nus. Et au 19e siècle, représenter la nudité, c'est un peu, on est un peu pudibond, on est un peu pudique, on n'aime pas trop ça, donc beaucoup de ses œuvres ont été détruites. Et pour la petite anecdote, si vous regardez bien, en haut du cadre, vous avez 2 petits anneaux, à l'intérieur desquels on pouvait passer une petite tringle à rideau. Et en fonction des personnes qu'on accueillait chez soi, soit on cachait ce corps nu, soit on pouvait le présenter. Donc ça c'est pour la petite anecdote. Et puis sinon ici, c'est vrai que ce qui est également très beau, c'est ce travail sur les chairs et la lumière qui vient mettre en valeur ces corps. Alors par contre le petit garçon, vous êtes peut-être en train de vous dire, je ne sais pas, qu'il n'a pas vraiment un aspect de chérubin classique avec sa petite tête un peu étrange, son petit corps peut-être un petit peu disproportionné, ses cuisses énormes. C'est tout à fait normal. Pendant très longtemps, les bébés ont été représentés un peu comme des mini-adultes. Voilà, donc c'est normal, ça va s'arranger avec le temps. Mais oui, voilà. Oui, Elsa ? Alors, pardon, je ne peux pas m'empêcher de réagir sur ce point, puisque ça, c'est quand même une problématique qu'on a, l'enfant qui est vu comme un mini-adulte. Donc, on peut peut-être garder ça aussi dans notre tête, parce que je vous vois encore une fois acquiescer. Merci vraiment, vous êtes des stagiaires formidables. Vous pouvez aussi me contredire. Mais trêve de plaisanterie, on garde cette idée parce qu'aujourd'hui, certainement qu'on présente les bébés. Alors ça, on ne manque pas d'images.
Alors ça, aujourd'hui, on peut dire qu'on manque pas d'image, on en est même complètement submergé. Mais est-ce qu'on a tout à fait réglé ce problème de voir l'enfant, qui il est, comment il est? C'est vrai qu'on voit une certaine étrangeté, c'est un petit peu, c'est dire, au fait, comment c'est un enfant? Comment je capte l'enfance? Qu'est-ce que c'est exactement l'enfance? Est-ce que, même le corps, il me semble, ça c'est, il y a quelque chose comment on dit, dysmorphique, enfin je sais pas comment on dit, de quelque chose, voilà, qui n'est pas tout à fait le corps d'un enfant. Donc je crois qu'on peut garder ça déjà comme idée et se projeter dans notre époque. Ce que ça nous dit aussi, est-ce qu'on a vraiment progressé là-dessus? Point d'interrogation. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette œuvre. Moi, juste ce que j'ai repéré, alors c'est qu'ils ne se regardent pas en fait. Hein. Chacun regarde, alors lui il est un peu sourd, il regarde le sol et puis. Alors après, non mais si, c'est vrai, vous avez raison, je ne m'étais jamais fait la réflexion, mais c'est vrai qu'elle a vraiment le regard un peu dans le vide, elle tend un peu sa main comme ça, sans vraiment regarder son... Oui, en tout cas, ils ne sont pas liés par le regard. Ça c'est sûr. Il y a l'intention d'offrir à la maman quelque chose, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas liés par le regard. C'est vraiment l'objet, le cadeau qui les relie. Oui, c'est vrai. Ouais. On va poursuivre notre petite déambulation dans le musée avec ce très beau tableau qui représente une scène qui se déroule en bord de mer. Et ce tableau-là, personnellement, moi je l'aime beaucoup parce qu'il fait appel un petit peu à tous nos sens. Le toucher, on a la plage, on a l'ouïe, qui, avec le bruit des vagues qui va nous bercer comme ça un petit peu. Et puis on est dans un environnement quand même assez naturel. Bon, il y a quand même cette bâtisse, mais voilà, il y a les rochers, il y a l'eau, il y a le sable. Et ce tableau-là, il me paraissait bien parce qu'il me semble quand même que quand on est tout petit, on a drôlement besoin d'expérimenter avec le toucher, l'ouïe, les manipulations. Et donc voilà, ça me paraissait bien de vous présenter cette toile. Et en plus, ce tableau rejoint un petit peu nos thématiques qu'on va pouvoir proposer aux professionnels qui viendraient éventuellement avec leurs enfants. Et puis, on pourra également proposer cette thématique-là aux parents et à leurs enfants. Donc là, ici, on a effectivement la thématique du toucher et la thématique de l'ouïe. Donc là, ici, on est en bord de mer, on est en Italie, on est à Mergellina, donc tranquillement installé donc, sur cette plage. Et là, on a cette petite scène de pêcheurs qui rentrent tranquillement de leur journée de travail avec les femmes ici qui étendent le linge sur le sol. Et puis, on a vraiment un très beau coucher de soleil. Là, les couleurs sont vraiment très belles, elles sont vraiment très apaisantes. Enfin, on a un très beau, on a du mauve, un petit peu de rose pâle. Enfin, il est vraiment très reposant, je trouve, ce tableau. Nous arrivons à la fin de notre petite déambulation parmi les œuvres. Donc là, en fait, on souhaitait vous présenter ce tableau qui s'intitule La nourrice rousse. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. Hein. Là, pareil, j'ai aussi envie de vous demander qu'est-ce que vous inspire ce tableau, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce que ça éveille chez vous, est-ce que ça vous rappelle des choses, tant professionnelles peut-être que privées, je ne sais pas. Une heureuse période. Une heureuse période, ouais, d'accord, ok. La simplicité de la relation mère-enfant. La simplicité de la relation mère-enfant, oui, exactement. Oui, là, je pense que franchement, tout est dans le... C'est ça, exactement. L'enfant n'a strictement rien besoin d'autre. Il est au contact de sa maman, il la sent, il l'aperçoit, il l'entend, il est nourri, il est bien emmailloté. Et il y a l'échange de regards qu'il n'y avait pas dans le premier tableau. Exactement. Et il y a l'échange de regards qu'il n'y avait pas dans le tableau précédent. Exactement. Alors ce tableau, il est vraiment super parce qu'il répond vraiment à deux aspects en fait du lien entre un enfant et un adulte, que ce soit son parent ou la personne qui prend soin de l'enfant.
Là, effectivement, on voit une nourrice qui donne du lait, de la vraie nourriture concrète à ce petit. Mais il y a aussi tout le côté, il est emmailloté, il est dans ce petit cocon bien douillet, on prend soin de lui matériellement parlant. Mais il y a aussi justement ce côté bien-être matériel et assurer sa nourriture corporelle. On peut le mettre aussi en parallèle avec la nourriture culturelle qu'on peut tenter d'apporter à un enfant, ou en tout cas l'éveil, parce qu'on ne va pas faire de l'histoire de l'art à un bébé, mais on peut l'éveiller au beau, aux couleurs. On sait que les tout petits sont déjà sensibles à certains contrastes de couleurs. Donc là, voilà, ce tableau, il contient un petit peu les idées qu'on aimerait faire passer avec Elsa. Et sinon, d'un point de vue purement pictural, là, ce qui est vraiment très beau, c'est cette masse de cheveux qui va vraiment tout de suite attirer notre attention, qui se dégage bien du fond. Il y a une belle lumière sur cette chevelure rousse, là, avec même la toute petite boucle d'oreille. Regardez la rouge qui se détache qui ressort bien sur la peau de la nourrice. Et justement, ensuite, cette chevelure, hop, elle nous fait descendre vers cet échange visuel entre le bébé et l'adulte. Alors juste pour la petite anecdote, d'ailleurs nourrice en latin ça se dit nutrix et en fait c'est la femme qui nourrit. Donc là ça peut être la mère ou la nounou qui s'occupe de l'enfant. Donc voilà. Oui, je pense que je n'ai rien oublié. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Est-ce que ce tableau vous parle? Et donc, pour la petite histoire, les nourrices, elles ont existé de tout temps. On en a toujours eu besoin. Même dans l'Antiquité, Apollon, il avait déjà une nounou, qui était c'était une déesse, je ne sais plus laquelle, mais il était déjà confié à une nourrice. Et puis, heureusement que ces nourrices étaient là, puisque pour toutes les femmes qui mouraient en couche ou celles qui n'avaient pas suffisamment de lait ou qui ne souhaitaient pas nourrir leur enfant, heureusement qu'elles étaient présentes. Et puis ensuite, en fonction des différents milieux sociaux, on faisait plus ou moins appel à une nourrice, soit pour permettre à la mère tout de suite de retrouver son rôle d'épouse et puis avoir un enfant pendu au sein, c'était pas bien, c'était un peu mal vu. Ou alors dans d'autres classes sociales, par exemple, je pense à la noblesse, il fallait vite confier l'enfant à une nourrice pour que la maman puisse retomber enceinte assez vite et donner un héritier mâle à la famille. Mais du coup, l'enfant était très vite séparé de sa maman. Et du coup, tout ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport à l'odeur, au fait de sentir sa mère, de l'entendre, ça c'était complètement on ne voyait pas trop l'intérêt de laisser un petit en contact avec son parent, ou en tout cas avec la personne référente qui s'occupe de lui, quoi. Il y a beaucoup de place dans cet espace, je vais pouvoir retirer mon masque pour vous parler. Voilà, donc vous avez pu vous imprégner des œuvres, déjà apercevoir un petit peu cet espace. On a vraiment une grande chance d'être ici, je risque de le répéter plusieurs fois, mais j'en suis tellement convaincue. Alors, tout de suite, là, maintenant, on va faire un petit point, un petit peu théorique, sur ce que c'est que le jeu libre actif. Parce qu'on va maintenant faire la liaison entre, on va dire, l'éveil culturel de l'enfant qu'on peut percevoir ici dans les éléments que vous a apportés Emma. On sent bien dans ce lieu qu'il y a quelque chose à faire. On vous présentera l'espace spécialement dédié à la petite enfance au sous-sol après. Mais là, je vais vous demander de travailler un petit peu. C'est maintenant que vous êtes au travail. Alors, on va prendre un quart d'heure, 20 minutes maintenant. On va échanger un petit peu à propos du jeu libre actif. Et puis après, on prendra donc un temps ici dans le musée. Je vais vous expliquer, on va se mettre par petits groupes et on va réfléchir à un sujet. Et ensuite, je crois qu'on marquera une pause, on ira en bas et ensuite on débriefera sur toutes les idées que vous avez eues. Alors, premièrement, je vais vous demander votre participation. Qu'est-ce que c'est pour vous, professionnels de l'enfance, que le jeu libre actif? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous mettez comme notion derrière ça?
Permettre à l'enfant d'avoir libre cours à son imagination et à sa créativité. Donc la notion d'imagination, créativité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, libre cours? Comment ça se passe exactement? On le laisse faire ce qu'il a envie. Ah, on y est, ça y est, c'est là. On n'appuie pas le jeu, on suit ce que voudrait faire l'enfant. Tout à fait. Et alors on réfléchit immédiatement, quelle est la place de l'adulte dans le jeu libre actif? Est-ce que l'enfant est seul? Est-ce qu'on le laisse seul? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la place du coup de l'adulte? Ça vous paraît peut-être clair, mais moi je préfère qu'on le mette vraiment en mots, qu'on mette cette question-là en mots. Est-ce que ça veut dire que l'enfant déambule et puis nous on fait autre chose à côté et tout ça? Pour vous, non? On sécurise quand même l'espace. On sécurise. Vous voulez dire du coup, oui, voilà, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de produits, pas de tout ça. Et voilà. Et quel est le rôle de l'adulte alors là-dedans? Mais on l'observe aussi. Il y a Ah oui. une interaction entre nous par le regard peut-être, dans l'observation. Et on peut lui apporter des éléments pour aller plus loin dans son jeu, dans l'ouverture de son jeu. Alors même avant d'aller plus loin, juste pour le permettre. On met à disposition des outils, des jouets, enfin ce qui deviendra des jouets, enfin on met à sa disposition. Donc il y a déjà tout cet environnement. On ne va pas faire du Montessori, c'est très à la mode, c'est très intéressant. Alors là vraiment c'est une pensée qui a été révolutionnaire et tout à fait nécessaire, mais il y a cette pensée-là de vraiment quel est le rôle de l'adulte, que fait l'adulte pour permettre le jeu libre actif. Que fait l'adulte pour ça? Donc, il y a cette idée que vous pointez là. Il y a une première idée qui est pointée là, vous avez dit, ce qui va devenir des jouets. Donc, vous sous-entendez que l'enfant n'a pas besoin que de jouets achetés au supermarché, dans un emballage en carton et tout ça. Alors, vous verrez que moi, plus j'avance sur ce sujet, plus je pense que ça rejoint un aspect d'écologie qui s'invite aussi dans nos sujets. Ça devient vraiment quelque chose de global. Tous ces sujets sont liés finalement. Parce que vous avez tous vu un enfant faire du jeu libre à Noël, le petit de 2 ans qui joue avec le papier d'emballage et le carton et non pas le truc à 100 € qui était dedans. Ça, jeu libre actif. Alors, qu'est-ce que ça revêt comme notion? Donc, on a dit premièrement, il y a un adulte. L'adulte, il permet de différentes façons. Il permet matériellement, en sécurisant l'espace, en mettant à disposition des choses, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur cette question. Un enfant a besoin d'un adulte à côté. Les cerveaux humains apprennent d'un autre humain. Point barre. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. L'enfant a besoin d'un adulte à côté. Et d'ailleurs assez longtemps. Ce qui ne veut pas dire qu'on verse dans l'autre, où on la ramène tout le temps et où on est toujours en train d'intervenir. C'est justement cet équilibre qui n'est pas facile à trouver. Et peut-être cette notion, que ce que je décris là, peut-être que ça vous parle dans ce qu'il faut faire passer aux parents. Qui est aussi ma grande question, c'est comment on fait passer ces messages aux parents. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup parce que c'est, comme je vous disais, quand on fait de la prévention, c'est vraiment comment on fait pour faire passer ce genre de message aux parents toujours sans être culpabilisant, sans être moralisateur, etc. Eh bien, moi, je crois qu'on le vit. Voilà, on le vit, on prend appui sur ce qu'est en train de vivre l'enfant, par exemple, ici. On le vit. Les parents qui vivent ça, qui vivent ce genre de moment, que vous accompagnez, que vous permettez, et peut-être vous le faites déjà dans vos accueils, dans les lieux où vous travaillez, vous dites, vous voyez, jouer c'est ça, c'est juste ça en fait. Voilà. Alors, donc si on reprend, donc on a repris déjà toutes ces notions, nécessité de la présence d'un adulte. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin sur ce que fait l'adulte justement, parce que donc vous avez dit tout à l'heure la notion de on est en contact par le regard. Je suis orthophoniste. Que le regard? Ah oui, non mais c'est implicite, je fais exprès pour expliciter, parce que
voilà, je me doute bien que c'était tellement évident pour vous, mais je crois qu'il faut vraiment le rappeler parce qu'aujourd'hui, c'est ça le quotidien d'un enfant. La plupart du temps, c'est d'avoir une télé allumée dans la pièce de vie et il faut savoir que partout où il y a une voix synthétique, quelque chose qui cause dans une pièce, forcément, il y a moins de mots échangés. Même avec des... Moi, je pars toujours du principe que les parents sont bien intentionnés. Je ne connais pas de gens qui se lèvent en disant « qu'est-ce que je vais faire de mal pour mon enfant ce matin ?» C'est pas comme ça. Mais pris dans des habitudes, dans une société, dans tout ça, eh bien, ça se passe comme ça. Donc, j'insiste lourdement là-dessus parce que oui, quand on permet le jeu libre actif avec l'enfant, il y a aussi là-dedans cette notion d'échange, de mots prononcés, de regards adressés, de partage. Qu'est-ce qu'il y a encore comme notion dans le jeu libre actif? Il y a la réponse à la sollicitation de l'enfant. Voilà, donc l'enfant qui vient vous chercher et il a, alors moi je parlerai de partenaire, il a un partenaire. Attention, il peut y avoir des moments où l'enfant joue seul, c'est d'abord une question d'âge. Il ne faut pas oublier qu'un enfant ne joue pas tout seul tout de suite. Et il va commencer par faire un peu des cercles concentriques autour de l'adulte et aller de plus en plus loin. Mais sa base, c'est toujours l'adulte. Et bien se souvenir que l'enfant, effectivement, comme vous dites, si on ne répond pas à ses sollicitations, surtout quand il est petit, en matière de communication, eh bien, à un moment donné, il arrête. Et c'est bien ça le drame de nombre d'enfants que vous voyez peut-être dans vos lieux professionnels, qui parlent très mal, par exemple, à 3 ans, voire 3-4 ans. Ça, en orthophonie, c'est le patient type, c'est l'enfant de 4 ans qui nous arrive sans langage, ou quasiment pas, ou que des mots, souvent qui bave. Il y a souvent des troubles alimentaires maintenant associés, une difficulté à utiliser sa bouche, son corps en général, mais sa bouche, et bon, c'est tout ça. Eh bien, dans le jeu libre, il y a, si je puis dire, la nourriture nécessaire pour le développement cognitif de l'enfant. Quand on dit développement cognitif, on entend tout ce qui est faculté un peu intellectuelle, langage, plus tard, apprentissage, compréhension, tout ça. Dans le jeu libre actif, il y a tout ça. Et la notion de actif, qu'est-ce que ça veut dire actif dans le jeu libre actif? Est-ce qu'il y a la notion d'imitation peut-être aussi, de montrer à l'enfant ce qu'on peut faire? Tout à fait. Et puis l'enfant, de toute façon, ça fait partie de son développement naturel. Il a besoin de passer par une phase d'imitation. Alors, puisque le mot est lancé, je vais expliciter ça parce que c'est effectivement très important. La phase d'imitation chez l'enfant, effectivement, dans le jeu libre actif, comme on fait feu de tout bois, comme, je ne sais pas, on est à la cuisine, le petit vient à côté, il fait comme nous, etc. Bien sûr que c'est justement riche de moments comme ça. Il y a d'abord ce qu'on appelle chez l'enfant vers assez tôt, 12-15 mois, il y a une phase qu'on appelle imitation directe. C'est-à-dire, il fait exactement comme vous. C'est le petit maman passe l'aspirateur, il va prendre un truc et il prend l'aspirateur où il veut exactement l'aspirateur, il fait comme vous, exactement en même temps. Imitation directe. Il met ça dans sa tête ensuite, très rapidement, vers 18 mois, imitation différée. Ce qu'il a vu faire chez la nourrice ou à la crèche, eh bien, il va le refaire chez lui ou inversement. Il a gardé ça dans sa tête. Vous voyez, c'est déjà plus le même processus. Et puis ensuite, il y a, au miracle, le moment qu'on attend tous, le jeu symbolique. Qu'est-ce que c'est que le jeu symbolique? Qu'est-ce que ça vous évoque? Le jeu symbolique, alors là, c'est vraiment autre chose. Cette notion de symbole-là, vous voyez, il y a vraiment une progression dans le développement de l'enfant. Donc, c'est quelque chose qui va plus loin. Alors, donnez-moi un exemple de jeu symbolique. Quand l'enfant joue avec sa poupée, il représente ce que l'adulte a fait avec lui, préparer un repas. Alors ça, c'est encore de l'imitation différée parce que ça correspond à une scène. Il y a des objets qui représentent vraiment une poupée, etc. et tout. Jeu symbolique. Développer peut-être son propre scénario, en fait. Oui, mais aller plus loin du point de vue de l'objet.
Pensez à ce que vous avez dans vos sacs. C'est détourner l'objet de sa fonction première. Ça, mesdames, messieurs, ça, c'est vraiment quelque chose qui est mais absolument primordial. L'enfant doit faire ça dans son développement avant de se mettre à parler. Pourquoi? Eh bien parce que le langage, c'est un symbole comme les autres. Là, tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous voyez dans votre tête, tout ça, c'est que des mots. C'est que du vent. C'est un symbole de quelque chose. L'enfant doit entrer dans cette pensée. Nous avons aujourd'hui, autre drame de nos cabinets, ça c'est ce que nous voyons tous les jours, des enfants qui ont appris à parler de manière copier-coller, qui débitent des mots comme ça, mais qui n'ont pas vraiment accès à la pensée symbolique. Et ça, on le voit tout de suite dans leur jeu, ce qui nous ramène encore au jeu. C'est-à-dire que, je vais expliciter, le jeu symbolique, c'est se mettre d'accord pour que des cailloux qu'on a ramassés par terre en allant se promener, un coup, c'est des personnages, le jeu d'après, c'est des gâteaux, c'est des voitures. Et on est tous d'accord pour jouer comme ça à partir du moment où il y a du langage, pour se mettre d'accord. Nous voyons des enfants, les enfants qui n'ont pas construit tout ça ne sont pas du tout d'accord pour jouer comme ça. Ils vont rester sur c'est un caillou, je le jette, des trucs comme ça, des conduites qui montrent que l'enfant n'a pas accédé au symbolisme. Eh bien, vous êtes vraiment aux premières loges de cette construction. Et là, c'est vraiment, ça c'est du 0-2 ans. Ça c'est vraiment jeu libre, actif. Quelque chose qu'on n'a pas dit encore sur cette notion de jeu libre. Alors, sur le côté actif, il y avait imitation, donc ce n'est pas tout à fait ce qu'on entend dans jeu libre actif. Quelle est cette notion de actif? Oui, mais alors soyez juste premier degré, actif. Là, moi, je suis très active. Bougez. Et alors ça, c'est exactement ce qui nous guette en fin de confinement. Là, on est extrêmement raccord dans ce projet avec la période que nous vivons parce qu'il y a une énorme inquiétude sur la sédentarité de tout le monde. Avec usage intensif des écrans, avec moins de sport, pour toutes les raisons qu'on connaît, que je ne vais pas vous expliquer. Jeu libre actif, il y a cette notion d'engagement du corps parce que, de toute façon, chez un enfant, il y a besoin de mouvement. Là, je parle hors handicap. Je parle de, bien sûr qu'il y a des voies de compensation chez les enfants porteurs de handicap, mais très important, les enfants porteurs de handicap apprennent en voyant bouger les autres. C'est pour ça qu'il faut absolument réfléchir à des solutions ou de mixité, parce que l'enfant, en tout cas en cas de handicap physique, apprend beaucoup des gestes de ce qu'il voit faire. Mais bon, ça c'est un petit peu la petite parenthèse. En tout cas, il y a cette notion d'engagement du corps, puisque un enfant doit explorer l'espace autour de lui. Il doit comprendre le monde concret qui l'environne. Et ça, si on repense à la peinture du mini-adulte, non, ce n'est pas un mini-adulte l'enfant. La question qu'on s'est posée en bas, eh bien non, quand il arrive, il a tout à apprendre. Et il a surtout ces 3 premières années pour tout comprendre avec tout son corps. On est des animaux, il faut s'en souvenir, doués de facultés langagières, mais on a aussi et de penser, qui va effectivement avec les capacités langagières, mais tout à fait. Mais ça passe par le corps. On a besoin de tout ça. Cette notion de jeu libre actif, aller plus loin sur le jeu libre. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quelle est la différence entre le jeu libre et le jeu de société, par exemple? Il n'y a pas de règles imposées. Exactement, c'est cette notion-là. Il n'y a pas de règles, en tout cas, prédéfinies par l'autre. Parce que il y a évidemment des règles qui peuvent s'installer dans un jeu libre, mais qui du coup vont être inventées, négociées. Donc là, le besoin de les porter à la connaissance de l'autre, de les mettre en mots, de les porter à la connaissance de l'autre, de s'en souvenir, etc. Toute cette notion justement de négociation qu'il va pouvoir y avoir dans un groupe,
hein. Mais vous voyez bien là qu'il y a effectivement besoin de la place d'un adulte qui soit un partenaire, qui soit une référence, même si, hein, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, bien sûr, il y a une question d'âge là-dedans. Évidemment, la place de l'adulte n'est pas du tout la même pour du jeu libre à 2 ans que du jeu libre à 8 ans. Évidemment, on l'a bien en tête, ça. Nous, on est quand même dans un... Là, on parle plutôt de prévention, enfin du 0-3 ans. On va vraiment mettre un gros focus là-dessus parce que les parents qu'on aimerait faire venir ici, les parents à qui on aimerait passer nos messages, sont quand même les parents des tout-petits. Alors, donc, jeu libre actif. Nous, on appelle ça, dans notre association qui s'appelle Joue, Pense, Parle, on appelle beaucoup ça jouer avec 3 fois rien. En fait, je trouve qu'aux parents, hein, parce que jeu libre actif, alors jeu libre actif, c'est un terme qui est beaucoup repris au Canada, qui est même au Canada, le jeu libre actif est reconnu comme droit fondamental de l'enfant et de sa santé. Il est reconnu comme nécessaire, comme pilier de la santé publique. Donc il y a au Canada des programmes familiaux qui sont faits dans des parcs, c'est une question politique, qui sont mis en place pour jouer dehors avec un engagement physique à tous les âges et de manière intergénérationnelle. Ça, j'y tiens beaucoup aussi. Et justement, dans un lieu comme celui-là, ça permet ça. Hein, parce qu'on peut venir aussi avec... on peut faire passer nos messages aux tatas, tontons, grands-parents qui ont peut-être plus de temps aussi, hein, parfois pour venir que les parents. Donc voilà, on a à peu près tout dit sur le jeu libre actif. Donc un jeu où les règles ne sont pas prédéfinies. Un jeu où on fait feu de tout bois, où il y a cette notion de détourner les objets, très important, détourner les objets. Hein, c'est-à-dire que ça, vous ne le trouverez pas dans le jeu du commerce. Les jeux du commerce aujourd'hui, majoritairement, sont très pauvres. Ce sont des sollicitations, poète, j'appuie, ça fait du bruit, je ne peux pas le détourner. Hein, nous, on dit toujours dans nos conférences, si vous voulez savoir si un jeu est bon pour le 0-3 ans, vous retirez les piles. Et ensuite, vous voyez ce que l'enfant en fait. Ça devient intéressant à partir du moment où l'enfant il va faire un plateau pour servir sa dînette avec la tablette VTech. Hein. Moi, c'est là que ça m'intéresse. Voilà. Sinon, c'est très appauvrissant. Parce que ça place l'enfant, le tout petit en tout cas, en situation de perroquet. Il ne fait que répéter. Et bien sûr qu'on apprend à parler aussi en répétant, en entendant, mais on est fait pour répéter de la voix humaine. Pas un truc débité par une tablette. Ça n'est pas nourrissant. Ici, c'est nourrissant. Tout ce qu'on peut vivre ici, c'est nourrissant. Alors, maintenant, comme le tonton, je vais vous demander, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est parfait. Donc, 3 groupes de 3. J'en ai oublié une, non? Oui, 9. Pour la suite, je vais vous demander juste de vous mettre en 3 groupes de 3. Donc là, on en a un. Vous voulez bien, à partir de là, vous mettre là? Ou à moins que vous vouliez rester ensemble. Organisez-vous en 3 groupes de 3, s'il vous plaît. Comme vous voulez. Voilà, vous poussez un petit peu, qu'on visualise. Excusez-moi, voilà, merci beaucoup. Alors, vous allez faire maintenant le lien entre l'espace que vous avez découvert dans le musée. Hein, vous vous placez vraiment en tant que professionnel. C'est vous les professionnels, c'est vous qui recevez les enfants, c'est vous qui parlez aussi aux parents, vous gardez tout ce qu'on s'est dit en tête, le lieu dans lequel on est. Vous allez aller quelque part devant une œuvre que vous aimez, qui vous fait tilt. Et vous allez, alors c'est un exercice, je ne dis pas que vous allez le faire en vrai, mais faites-le comme un exercice, comme vraiment quelque chose pour s'entraîner un peu, pour réfléchir ensemble. Vous allez choisir une œuvre, soit une des œuvres qu'Emma a présentées, soit une autre qui vous fait tilt. Hein. Il y en a peut-être d'autres, mais vous allez par contre choisir assez rapidement parce que bien sûr on galope comme d'habitude. Mais on a déjà abordé pas mal de choses. Et devant cette œuvre, vous allez vous dire, voilà, demain, je viens, par exemple, avec un groupe d'enfants, dans mon travail, avec des enfants, je ne sais pas, parce que, bon, on n'a même pas pris le temps, je sais à peu près d'où vous venez, ce que vous faites, mais je ne connais pas les détails, donc je parle en général, et puis vous adaptez ça à votre pratique. Hein. Donc, scénario, on imagine, on veut faire quelque chose de cet endroit, on veut l'appliquer dans notre travail.
venir avec des enfants, organiser un groupe, une visite, quelque chose que vous voulez. Vous élaborez ça dans votre groupe. Donc vous choisissez une œuvre, vous vous mettez devant cette œuvre. Et je vais vous demander un truc, attention, un petit peu farfelu. Vous allez essayer de faire le lien entre l'œuvre et les objets que vous avez amenés dans vos sacs à main. C'est impossible, c'est normal. Mais, si vous voulez, faites-le comme vous pouvez. Hein. On est d'accord, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est normal. Parce que placez-vous dans... comme si, voilà, il fallait que vous puissiez vous-même faire passer en vivant quelque chose, un atelier, un jeu, ce que vous voulez, imaginez ce que vous voulez, ce que vous feriez, ce que vous proposeriez comme petit scénario où il y ait de l'éveil culturel artistique, enfin, rien que le fait d'être ici, c'est de l'éveil culturel. Donc, allez-y tranquille quand même. Hein. On ne vous demande pas un cours de médiation culturelle, bien évidemment que non. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de proposer à un enfant qui mette ensemble l'éveil culturel artistique et le jeu libre où on fait feu de tout bois? Si jamais vous êtes trop coincé avec vos objets, je ne veux pas non plus vous mettre trop en difficulté. On y va tranquille. Pensez, vous avez un sac sur vous. Pensez un peu, vous extrapolez si vous êtes coincé. Voilà, vous comprenez l'idée. Hein, une idée où vous proposeriez un atelier. Donc comme si, je ne sais pas, vous disiez demain, tiens, on va téléphoner à Emma, on viendrait bien faire un atelier ici. Emma, j'ai besoin de ça, de me placer là. Voilà, hein, comme si c'est vous qui organisiez. Voilà, donc là nous sommes devant la première œuvre sélectionnée par le premier groupe de nos professionnels de la petite enfance qui ont choisi le Saint-Christophe. Saint-Christophe qui porte le Christ sur son épaule et qui est en train de traverser une rivière. Deuxième groupe, deuxième œuvre, avec le Christ servi par les anges au désert. Voilà, donc ici vous avez le Christ, les anges qui arrivent avec tout un tas d'accessoires pour un petit peu le fortifier un petit peu après son séjour de quelques jours passés à réfléchir dans le désert. Troisième groupe, troisième œuvre, avec ce tableau intitulé Lorraine d'Edmond Louillot, où on a vraiment de très belles nuances de vert et de couleurs printanières. Alors, on va maintenant mettre en commun les idées que vous avez eues devant ces belles œuvres en vous promenant dans ce beau musée. On va commencer peut-être dans l'ordre d'apparition des œuvres, dans l'ordre dans lesquels on les a regardées. Donc, le Saint-Christophe. C'est ça. Qui a travaillé sur le Saint-Christophe? 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme idée? Qu'est-ce que ça vous a inspiré si vous veniez avec des enfants ou des enfants des parents, je ne sais pas. Comment vous avez vu ça? Du coup, on a été un petit peu inspiré par la grandeur déjà. Ouais. Ensuite, au niveau des couleurs, il y a des couleurs qui reviennent, notamment le rouge et le bleu. Les accessoires, parce qu'il y a aussi plein d'accessoires, notamment au niveau des boutons. Ouais. Ensuite, il y a des petites légendes, alors j'en ai retenu une. Il a plein de petits boutons et il y a un bouton notamment qu'on peut s'amuser à chercher et qu'on pourrait tourner, donc on ne peut pas toucher évidemment, mais en tout cas on peut repérer le bouton qu'il y a à trouver. Alors après, on peut aussi tout autour de ces boutons-là essayer de les dénombrer, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Faire une correspondance avec nos propres vêtements, donc on peut voir si l'enfant aussi a des boutons sur lui, si nous on a des boutons sur nous, voir une correspondance au niveau des couleurs, si on a les mêmes couleurs, si on retrouve les couleurs chez l'enfant. Après il y a tout ce qui est partie du corps. Ouais. Oui, parce que là c'est un corps imposant. Imposant, voilà. Et un petit corps. Et un petit corps exactement sur l'épaule. Et après, on est parti un petit peu sur l'imitation, donc sur la pose du personnage avec le grand bâton, justement sur l'imitation de l'enfant qui est sur son épaule. Essayer d'imiter ce grand personnage en s'agrandissant, en sautant pour s'agrandir. Ou alors au contraire se rapetissir et tout petit. L'enfant sur l'épaule applaudit, on a l'impression qu'il applaudit aussi, donc on peut aussi partir sur ça. Donc c'est pour les idées un peu générales, ce que ça vous inspire, je comprends. D'accord. Et ensuite en lien avec nos objets, donc le premier objet qu'on avait choisi c'était le masque.
Donc là, on a fait lever avec le visage, on portait, donc ça reste un accessoire du quotidien maintenant qui fait partie de notre quotidien. Oui. Donc le porter tout simplement sur le visage ou alors l'enfiler en tant que chapeau. Jouer avec les élastiques, on peut l'enfiler autour du bras, comme ça. Alors, attendez, parce que on essaye bien de se replacer dans le jeu libre. C'est-à-dire, je comprends ce que vous avez fait, c'est-à-dire tout ce que ça peut inspirer et peut-être des conduites qu'on pourrait observer chez l'enfant. Mais la situation de départ, donc du coup, vous seriez devant cette œuvre, vous proposeriez des objets. Donc, qu'est-ce que vous aviez comme objet? On pourrait commencer par là. Le masque, un paquet de mouchoirs et un magazine. Et un magazine. On est d'accord, ce n'est pas les trucs les plus glamour du monde. On n'a pas l'impression que ça a sa place dans un musée. Et pourtant, donc on imagine qu'on ferait un atelier, quelque chose qui partirait de ces objets. Et là, donc, vous, ce que vous avez un petit peu listé, c'est plutôt vous dire, moi en tant que professionnel, voilà, je prendrai appui, les couleurs, etc. Moi, j'irai encore plus loin vers le jeu libre. C'est-à-dire juste être sur la situation de départ. Comment on le présenterait? Là, je suis d'accord avec vous que c'est un petit peu tiré par les cheveux, on est d'accord. Là, c'est un exercice un peu, on est d'accord. Donc, sur les conduites attendues et un petit peu ce qu'on ferait, moi, ce que je vais essayer de vous faire passer comme message, c'est vous savez tout ça, comment dire, en tant que professionnel, on se sent souvent une pression d'avoir absolument quelque chose à proposer de l'ordre d'une activité, d'une stimulation. Ce qui revient toujours, et c'est normal parce que vous êtes professionnel de l'enfance, ça va être justement les couleurs, vraiment prendre appui, le dénombrement, etc. Ce qui est quelque chose d'intéressant parce que évidemment que l'enfant il a besoin qu'on lui nomme tout ça et bien sûr il a besoin qu'on lui fasse passer tout ça. Là, comme on est dans un exercice, essayez plutôt, je vous suggère de voir plutôt qu'est-ce qu'on proposerait comme situation de départ. C'est-à-dire, imaginons, les enfants arrivent, ils sont devant cette statue, il y a, je ne sais pas, on va prendre un magazine à côté. Comment on présente ça? Qu'est-ce que, voyez, comment on présente le jeu libre à ce moment-là? Donc du coup, peut-être plusieurs magazines, peut-être, vous voyez, si l'enfant se trouve là, vous allez, je sens bien que ce n'est pas du tout évident ce que je vous dis. Je sais pas, je peux me permettre. Oui. Enfin, alors moi j'aurais une idée, devant la sculpture, j'aurais envie de dire, ah bah tiens, regarde le personnage il est en train de lire, ah bah tiens on va regarder ce qu'il lit, je sais pas si ça rentre dans le... Alors, là on parle d'enfants 0-3 ans. Si par exemple, une idée comme ça, vous avez les magazines. Moi j'adore ce genre de support parce que c'est du recyclage, ça ne coûte pas cher. On peut très bien imaginer un atelier avec les parents ou bien on vous a confié les enfants, on a dit « Ah tiens, on va faire un truc aujourd'hui, j'ai besoin d'un magazine, chacun donne un magazine. » Imaginez, vous avez des enfants, 0-3 ans, ils arrivent. Alors bien sûr, quand je dis 0-3 ans, c'est plutôt les enfants que vous amèneriez ici. Voilà, on est d'accord que peut-être 18 mois pour certains enfants, ça va dépendre, mais ce serait évidemment, je pense que pour les bébés, ça c'est important quand même qu'on le précise, on va réfléchir les choses d'une certaine façon où ce sera plutôt quelque chose de sensoriel, on va peut-être plutôt faire passer, effectivement, alors là, la taille, les couleurs, promener un bébé dans cet espace, oh, t'as vu là-haut et le bébé et tout ça. Bien sûr, et c'est peut-être ça aussi que vous pensiez, en pensant taille, on voit bien se promener avec un bébé. Et je précise que pour moi, dans ce cas-là, être en déambulation dans un musée, pour moi, je mettrais ça, même si ce n'est pas évident comme ça, mais je mettrais ça vraiment dans du jeu libre rapporté à un bébé, parce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, mais du jeu libre avec un bébé, ça va être essentiellement du sensoriel et du sensorimoteur. Et vous le faites déjà, c'est exactement ce que vous avez dit. On va se promener là, on va dire « Oh, t'as vu comme il est grand ?» Je sais pas, on va fermer les yeux, faire comme lui. Oh, t'as vu les boutons montrés sur soi, Bien sûr que là, j'ai peut-être pas été assez précise parce qu'on est obligé de penser aux âges différents. Alors, ça pour les bébés, donc
votre idée, super. Et puis après, on peut, juste avec des mots, dire « t'as vu son visage et moi je cache mon visage » et tout ça. Bien sûr, ça, super dans le cadre d'une déambulation dans un musée comme ça, puisque notre objectif de toute façon, c'est éveil culturel et artistique de l'enfant dans un bel endroit, et que là, il y a de la lumière, il y a des couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Et là, j'allais dire, vous êtes professionnel, si on vous donne un groupe d'enfants, des bébés, vous allez certainement trouver quoi dire, quoi faire. Pour les 2-3 ans, c'est peut-être là que, justement, il faut bien réfléchir à la situation de départ et aux objectifs qu'on aurait. Donc, comme on n'a plus tellement de temps, je vais juste vous proposer cette petite... le point de départ. Hein, on va dire, vous arrivez, vous allez demander à chacun d'emmener un magazine. Vous arrivez devant ça. Quelle est la situation de jeu libre? Comment ça va se passer un peu d'après vous? Imaginez, vous avez, je ne sais pas, 2-3 enfants de 2-3 ans, des magazines. Vous avez Emma, par exemple, qui fait un atelier. Comment vous présentez les choses? Et du coup, vous, en tant que professionnel, quels seraient vos objectifs à ce moment-là si vous donnez une pile de magazines aux petites de 3 ans? Avec quel objectif vous donnez ça? C'est pas facile ce que je vous demande, mais vous vous dites dans votre tête, je suis dans un endroit culturel, je veux faire passer l'idée du jeu libre, je veux permettre à ces enfants du jeu libre. Comment vous voyez ça? Et quels objectifs vous vous fixez avec ces magazines, par exemple? Moi, j'aurais vu que l'enfant il a une feuille dans la main du magazine, ouais. Et il imite le bruit que fait ce grand géant quand il marche, et en chiffonnant le papier, ça fait... Par exemple. On prend un papier gros et on l'amplifie avec un micro, un amplificateur, ça va faire un gros bruit, c'est le grand monsieur qui marche. Tout à fait, ben voilà, une situation très sensorielle. Et j'insiste là sur le fait qu'en fait, vous, en tant que professionnel, je pense qu'il faut que vous réfléchissiez à l'environnement, vous êtes en train de vous l'approprier. Faites-vous confiance dans vos idées. N'hésitez pas aussi à essayer des trucs, puisque de toute façon, surtout, suivez l'enfant dans son mouvement naturel. Donc ça va probablement sortir à un moment donné, puisque l'enfant est dans une recherche sensorielle encore à 2 ans. Donc ce genre de truc. Et tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont faire à 18 mois, 2 ans avec les magazines? Déchirer. Ils vont déchirer. Et bien ou pas bien, enfin je veux dire, on laisse, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'objectif qu'on a, alors ce n'est pas de laisser l'enfant faire n'importe quoi, on est d'accord que même en jeu libre, j'insiste bien là-dessus, il y a des règles posées par les adultes en matière numéro 1 évidemment de sécurité, mais aussi de confort de l'adulte qui n'a pas forcément envie de ramasser tous les magazines dans tous les étages du musée. Donc l'adulte définit, tout comme il mettrait une barrière autour d'une piscine, il dit là c'est le jeu. Donc là, ok, là il y a un espace de jeu. Nous par exemple pour nos ateliers on a réfléchi à un tapis, quelque chose, un endroit, mais on peut très bien imaginer, alors là il est un peu dans le couloir, mais on peut très bien imaginer que effectivement il y a des couleurs, on va peut-être juste chercher des messieurs, mais on va voir ce que l'enfant fait lui. Vraiment, c'est pas évident ce que je vous fais passer comme idée, mais donnez-vous une situation de départ, des objets, soyez minimaliste pour le jeu libre avec cet objectif de jeu libre et définissez vos objectifs. Et là, l'objectif, il est peut-être tout simplement, mais comme vous, de voir, tiens, si on faisait du bruit, on n'a que des magazines, avouez quand même que c'est pas si évident, mais ça, du point de vue de l'expérimentation qu'on propose à un enfant, c'est magnifique. Et en plus, dans un cadre comme ça, et puis tout simplement, de toute façon, ce qu'il y a ici, il y a déjà l'espace. Un enfant qui évolue dans cet espace, imaginez-vous à la place d'un enfant haut comme ça, devant ce grand escalier, il y en a peut-être qui auront peur même, parce que c'est impressionnant. Donc il y aura tout ça. Mais juste, voilà, cette idée que, bon alors évidemment avec les mouchoirs et le masque, ça va être un peu plus compliqué, mais avec les mouchoirs, alors après il y a plein de trucs à faire, on peut se cacher, l'enfant caché, le coucou caché pour les bébés, alors là on ne peut pas trop le faire devant, là, de toute façon on n'approche pas des œuvres, mais puis après il y a imiter, parce que l'enfant il va peut-être mettre un truc sur son épaule, voilà tout ça, mais
voilà, ce que font souvent les enfants aussi des conduites, souvent, c'est qu'ils vont peut-être mettre des morceaux de papier par terre et marcher dessus comme si c'était un chemin, parce qu'il y a beaucoup d'alignements, hein, c'est l'âge des alignements. Donc pourquoi pas, ça va se terminer en faire un parcours. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'aurez pas défini ce qui va se passer. C'est pour ça que, pour moi, avec cet objectif de jeu libre, on ne va pas dire, tiens, je vais faire un atelier sur les couleurs. Alors, je vous dis ça, mais nous, on propose ces thèmes et je vais vous dire un petit peu comment on voit les choses par rapport aux parents. Mais vous, vous êtes en professionnel, donc finalement, vous allez vous retrouver un petit peu dans la situation dans laquelle nous, on a été en inventant ces ateliers. Voyez ? Mais vous allez les faire pour vous, à votre façon. Donc, c'est pour ça que j'insiste bien. Situation de départ. Comment vous le voyez ? Moi, je vous encourage vraiment à être créative dans vos pratiques, mais bien garder en tête que là, si l'objet d'aujourd'hui, c'est faire plus de jeux libres et de se servir d'un endroit comme ça et de la culture comme situation de départ. Vous voyez, mais bien sûr, on doit rajouter des objets. Donc, les objets que vous définissez, mais vraiment, faites simple, faites écolo, faites dans la récup, parce que ça va vous permettre aussi à vous, après, de faire passer des messages concrets aux parents. Hein, parce que quand vous allez dire, ah ben, on a juste pris des magazines, hein. Oh, on s'est éclaté pendant 2 heures hein, au musée. Et on dira, bon, hein, mais non, mais c'est ça le message qu'on a à faire passer aujourd'hui. Et c'est difficile de le faire passer, parce que, comme je dis plus haut, on dit quoi? Attention la télé, attention ça. Est-ce que vous jouez avec vos enfants, madame, monsieur? Comment vous faites? On n'en sort pas. On n'en sort pas. Mais quand on prend de l'autre côté et qu'on dit, bah, peut-être une autre fois, vous pourrez y aller voir là-bas parce qu'on a passé un moment comme ça. Et puis en plus, nous, on va faire des ateliers à destination des parents. Et bon, ça, je vous explique un petit peu après en détail. On va passer Donc, vous voyez, situation de départ, les objectifs que vous vous fixez, en respectant bien ce qu'on a dit sur le jeu libre, c'est-à-dire... J'organise l'espace, je permets les choses, j'accompagne, je mets en mots, il n'y a pas de règle prédéfinie, je suis l'enfant dans son mouvement naturel, mais en lui mettant des limites d'adulte, hein, parce que moi je ne suis pas non plus pour les petits tyrans qui vont faire tout, absolument tout ce qu'ils veulent, mais vous voyez, l'équilibre n'est pas facile à trouver. Il faut des deux. Et puis là, ben, c'est votre métier. Faites-vous confiance dans vous. Hein, la limite, la règle, c'est pas la règle du jeu, mais c'est la règle de vie, j'allais dire un peu. Hein, voilà. Et puis, ben, dans ces objectifs, et puis après, ben, laissez-vous porter par ce qui va se passer. Hein, avec les magazines, à tous les coups, vous allez voir, il va se passer des trucs que vous n'aurez absolument pas anticipés. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Notre métier, c'est de permettre la situation de départ, d'être là pour accueillir, s'émerveiller, accompagner, faire exister ça, hein, le mettre en mots, etc. Ça paraît un truc naturel, mais c'est quand même quelque chose, je crois pouvoir le dire, qui a tendance à se perdre. Ou peut-être les parents n'ont pas conscience, parce que vous savez, les parents, il faut se mettre à leur place. On est dans une société où il y a beaucoup de pression sur les apprentissages, beaucoup trop tôt. On perd les enfants à leur parler des couleurs, des chiffres, des lettres. L'anglais, avant 2 ans, entre 2 et 3 ans, on perd les enfants. On remplit leur tête de notions abstraites qu'ils ne peuvent pas traiter. Donc après, ils répètent. Par exemple, les couleurs. Un enfant, un jour, a besoin des couleurs. Alors, vous aurez été là, vous aurez nommé les couleurs, bien évidemment, mais il va se mettre à parler des couleurs le jour où il aura tellement organisé, désorganisé ses jouets. Vous voyez un enfant, il vient, il va, il vient, il pose ses personnages, il allait, nanana, il y a des groupes, il regroupe et tout ça. Et puis un jour, c'est devenu tellement compliqué qu'il a besoin d'élaborer des critères. Et donc ça va être souvent, comme c'est visuel, ça va être, on dirait que ça va être les couleurs, souvent, mettre les mêmes ensemble. Mettre les mêmes ensemble, l'enfant le fait un jour par son expérimentation. Ça n'est pas parce que depuis 1 an, il aura un machin dans son berceau que quand il appuie, il dit vert, rouge, comme ça. C'est pas comme ça. Au contraire, ces enfants-là qui ont été trop sollicités, je dirais même stimulés, parce que c'est une stimulation presque, c'est presque trop répétitif et déshumanisé. Hein, l'enfant,
Bien sûr qu'on lui dit les mots. Les mots, ils ne tombent pas du ciel, hein. C'est nous qui les disons, il les écoute. Mais pour que ça prenne sens et que ça s'accroche, c'est par son expérimentation. Et vous, en faisant ça, en étant sur le magazine, ce qui va se passer, le sensoriel, le cerveau, de toute façon, il traite tout en même temps. C'est pour ça qu'il faut du mouvement et c'est pour ça qu'il faut que les mains fassent quelque chose pour que le langage se construise. Hein, donc voilà, voyez bien vos objectifs. Hein, voyez, j'irai un petit peu plus loin encore dans finalement ce qu'on est habitué à faire. Parce que c'est ce qu'on apprend, tout ça, ce que vous dites. Et attention, moi, je suis là aujourd'hui dans un cadre très spécial pour porter ce message, pour aller plus loin. Je ne dis pas, je ne me permettrai jamais de dire qu'il ne faut aucune activité dirigée dans une crèche, hein, pas du tout. Hein. Vous avez bien compris que c'est des choses qui coexistent, il y a des temps pour les choses. Hein, moi, par exemple, je ne parle pas de pédagogie, c'est pas mon boulot. Moi, je viens défendre des moments de jeu libre et je pense que l'équilibre, il est dans la variété. Donc, si simplement on pouvait faire exister plus de moments comme ça, hein, par exemple, à 4 ans, combien il faudrait de temps de jeu libre chaque jour à 4 ans pour être dans un bon équilibre pour un enfant? Même les jours d'école, hein, chaque jour. C'est ça, le minimum, ce serait 45 minutes. Hein, avec cette notion d'être plutôt dans le silence, de pouvoir faire retour sur ce qu'on a fait, etc. Toutes ces notions-là, eh bien vous, quand vous venez avec vos magazines devant le Saint-Christophe et que vous allez juste faire une situation de départ et tout, vous permettez ça. Hein, et regardez dans la vie des enfants que vous avez, je suis prête à parier qu'il n'y a quasiment pas d'enfants qui ont 45 minutes minimum chaque jour pour jouer comme ça, avec un adulte pas trop loin, disponible, ce qui n'empêche pas, quelquefois, de faire quelque chose en même temps. Hein. C'est un équilibre à trouver, mais il faut trouver des temps, et surtout finalement sur le temps d'accueil de l'enfant, pour faire exister ça. Hein, vous voyez la nuance? Allez, deuxième groupe. C'était qui? Deuxième groupe, c'était celle qui aime manger. Hein, j'ai retenu aussi du coup. Donc, c'était le Christ servi par les anges. Le Christ servi par les anges. Un peu comme nous aujourd'hui, on est servi par des anges qui prennent soin de nous. Alors, et vos objets, on va faire vos objets. Un minuteur Un minuteur de cuisine. Un tupperware. Et une tasse pour boire. Une tasse. Ok, on était vraiment dans la nourriture là. On était vraiment dans la cuisine. Et la cuisine, c'est quand même le super lieu pour faire du jeu libre avec les enfants. Il y a tout dans la cuisine, l'anticipation, l'organisation, le bruit, il y a tout. Le goût, il y a tout dans la cuisine. C'est vrai, hein, tout ce qu'on peut faire hein, comme atelier. D'ailleurs, on pourrait faire des ateliers ici sur le goût et tout. Hein, vous avez peut-être déjà fait. Sur les 5 sens. Voilà, hein, donc, mais voilà, il y a tout. Alors, donc, bon, hein, complètement farfelu, bien évidemment, hein, on est d'accord. Mais voyez l'idée, c'est vraiment l'idée que je veux faire passer, c'est vraiment l'idée de... on a un enfant de 2 ans, on a du mal à l'occuper, on a un temps à passer, on sort ça de son sac. Hein, et c'est comme ça que ça se passe dans la vie, en vrai, normalement. Normalement, ce n'est pas son smartphone qu'on doit sortir à un enfant de 2 ans, normalement. Hein, c'est un minuteur ou un tupperware. Mais vraiment, ce serait ça le mouvement naturel, c'est ça le besoin de l'enfant. C'est pas du tout le smartphone. Hein. Bon, on ne veut pas vous faire un truc là-dessus, mais ce serait ça l'idée. Hein. Et vraiment, l'idée à faire passer, si on doit retenir quelque chose, c'est que cet éveil culturel artistique et ce jeu libre, ce serait le message qu'on voudrait faire passer aux parents, ce serait ça. Hein. C'est la prochaine fois que vous vous ennuyez le week-end, allez donc là-bas. Et puis, voyez qu'un enfant, juste un vieux magazine, vous avez peut-être ça qui traîne dans la voiture plutôt que de le coller sur le smartphone. C'est juste ça, en fait. Hein. C'est pas grand-chose. Ça paraît un peu dingue qu'on soit là à se dire ça, mais c'est comme ça, aujourd'hui. Donc, du coup, alors voilà cette idée. On pourrait partir peut-être justement, là, on a un peu extrapolé ensemble, forme, action. Donc, ça se met en œuvre aussi en discutant tous ensemble. Hein, et par l'espèce d'échange qu'on a comme ça. Donc, ça pourrait être un goûter, tupperware, tout ça. Surtout qu'après, il y a ça peut être un petit passage au musée, on regarde le tableau, et après, il y a la possibilité de goûter au parc. Voilà. Pas très loin. Ah d'accord. Voilà dans le voilà, les idées se recoupent, mais de toute façon,
le moment du repas, de la nourriture, franchement, dites-vous bien qu'aujourd'hui, si vous permettez à des enfants, si vous mixez jeu libre, moment du repas, mais alors là, vous leur rendez un service parce qu'il y a aujourd'hui un enfant sur 2 de moins de 3 ans qui prend tous ses repas devant des écrans. Ce qui aboutit à quelque chose de catastrophique qui les conduit aussi chez les orthophonistes, puisque quand on est devant un écran, on est complètement coupé de ses sensations internes. Je donne toujours l'exemple on utilise les tablettes dans les soins douloureux en pédiatrie. Pourquoi ? L'enfant pleure, il a mal et tout ça, vous le mettez sur une tablette, le processus attentionnel est tellement sollicité, l'enfant n'a plus mal. Ah ouais. Ça agit comme un sédatif chez un tout petit. C'est tellement puissant, cet exemple, vous pouvez le donner aux parents pour leur expliquer. Les parents ne savent pas, on ne leur a jamais dit ça comme ça, parce qu'il y a un discours un peu... Alors moi, je ne suis pas contre les écrans du tout, sauf le maître mot, c'est avant 3 ans, c'est non, non, non. C'est écrit dans le carnet de santé. Écran actif, l'enfant devant le smartphone, et écran passif, comme le tabac, c'est-à-dire madame, monsieur, interrompu. Combien de fois on regarde son téléphone dans la journée ? On le touche ? 2700 fois. Donc, on est d'accord que si on a un tout petit à côté, c'est 2700 fois où le regard est perdu. Et où, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on n'accueille pas, dans ces âges-là, l'enfant ne fait plus ou fait moins bien. Donc, troubles du comportement, troubles de la communication, etc. Je vous en passe et des meilleurs. Donc, tout ça pour dire qu'avec cet exemple de tablette, on perçoit bien que l'enfant qui est dans sa poussette avec un gâteau, un machin, ne ressent absolument pas le goût, la satiété, et que ça se construit du point de vue des neurones. Par exemple, il faut 14 présentations du même aliment pour savoir déjà qu'il soit reconnu et qu'on sache au moins si l'enfant aime ou pas. Et en vrai, c'est très rare, les enfants qui n'aiment pas des choses, c'est souvent juste qu'ils n'ont pas assez expérimenté cet aliment sous des formes différentes et des textures différentes. Ouais. Et donc, quand vous permettez, mais lâchez-vous en fait, des repas, des goûters, ce que vous voulez, moi j'aurais tendance à dire, quand c'est possible, invitez les parents pour qu'ils voient ça, parce que le parent a du mal aujourd'hui à comprendre l'importance, parce que ces trucs font tellement partie de nos vies qu'on se dit aujourd'hui c'est comme ça, et puis c'est bien pratique, au moins comme ça ils ne refusent pas l'aliment, pendant ce temps-là hop je le gave, mais manger c'est pas être gavé, il faut être sur ses propres sensations. Donc vous, votre atelier que vous pourriez faire autour justement d'aliments, de goûter, puis alors là il y a la totale, vous pouvez avoir préparé un peu avec eux, mis dans la boîte, transporté, ici on fait un tour dans le musée, je sais pas moi, on regarde partout où il y a des aliments, est-ce qu'il y a des tableaux où ils mangent, je sais pas, peut-être pas, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais vous trouvez... Voilà, vous cochez toutes les cases. Ah oui, non mais ouais, il y a des tableaux avec des fruits, il y a des tableaux justement où ils sont allaités. Voilà, oui, c'est vrai, tout simplement la nourrice. Non, il y a de quoi faire au niveau des... Et ça paraît pas grand-chose, mais juste, entre guillemets, ça, vous permettez à l'enfant, vous nourrissez son besoin. Et vraiment, prenez appui sur ce genre de structure. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, pas loin de chez vous. Troisième groupe, donc, la Lorraine. On a choisi le tableau Lorraine. Et les objets, on avait un sac, une brosse à dents et un rouleau de sopalin. Donc, ça, c'est les must-have de la petite enfance. Donc l'idée suggérée, c'était d'observer le tableau pendant un temps. Voilà, c'était plutôt avec des grands de 2 ans, 3 ans, en tout cas des enfants qui marchent. Et puis d'aller avec eux au parc d'à côté, et puis de choisir un arbre, et puis de voir ce qu'il y a en dessous de l'arbre, de génial. Remplir dans le sac ce qu'on trouve, voilà, exactement. Alors là, voilà, on y est, là, le jeu libre. Et puis pareil, si on peut inviter des parents et juste leur porter le message que
Vous voyez, dans le sac, on a juste fait ça. Mais on a été au musée d'abord. Hein. Et effectivement, le petit de 2-3 ans, hein, on va cibler 2-3 œuvres. On va évidemment pas le trimballer dans tout, lui faire, hein, mais vous adapterez. Mais effectivement, là, ce beau vert, l'herbe, etc. Et puis en plus, sur cette question des écrans, quand vous faites ça, vous permettez à l'enfant de se concentrer sur une image qui n'est pas animée. Nouveau challenge de l'époque. Faire attention à une image fixe. Parce que ça, c'est quelque chose qui commence à faire énormément défaut puisque les enfants sont dans une surstimulation sensorielle. Donc, ils sont tout le temps à la recherche de choses qui bougent et qui font du bruit. Et comme l'enfant n'est que sensation, en tout cas, c'est tout petit qui bouge beaucoup, qui ne savent absolument pas se poser, quand vous faites ça, alors là, vous faites limite de la thérapie. Ah mais oui, mais vraiment, parce qu'en plus, bon, là je dis les choses qui ne vont pas et tout, mais dans ces âges-là, un enfant qui n'est pas encore trop abîmé, tout ça, tout ce que vous lui permettez de vivre de cet ordre-là, sur son temps de journée, puisqu'en fait, il passe beaucoup de temps avec vous dans vos structures, vous restaurez des capacités et vous permettez, même, mais je vous assure, vous permettez des connexions des neurones. Et c'est le plein boom. Donc, tout ce que vous faites de cet ordre-là, soyez bien convaincus que ça a un effet extrêmement bénéfique. Hein? Voilà, donc, oui, alors, cavale un petit peu. Ouais. On présente nos ateliers. Oui, bien sûr, ouais. Alors, tu veux peut-être nous présenter cette pièce qui est quand même l'aboutissement du projet. Oui. Hein? Alors, on donne déjà concrètement comment ça va se danser ou on laisse la surprise pour donner envie aux gens de revenir? Non, on va qu'elles puissent se projeter un petit peu sur ce qu'il y aura ici quand elles reviendront. D'accord. Peut-être nous expliquer, tiens, vas-y, mets-toi là, nous expliquer les contraintes qu'on a. Hein? Oui, alors en fait, là effectivement, donc dans cet espace-là, on avait envie de créer un espace dédié aux parents et à leurs enfants. Alors là, pour le moment, en fait, on a des petits soucis d'acheminement de matières premières qui ont fait prendre un peu de retard au projet. Mais l'idée, en fait, c'était de construire une petite cabane. En bois. À l'intérieur duquel on aura des petits systèmes de lumière dans lequel l'enfant pourra venir soit se blottir un peu avec son parent pour peut-être lire une histoire ou faire un jeu ou alors faire totalement autre chose autour de la cabane. Et autour de cette cabane, il y aura effectivement des choses mises à disposition des parents et de leurs enfants. Alors des choses de base, des petits jeux d'encastrement, des petits cubes, qu'est-ce qu'on a encore prévu, des petites choses, des petits chariots à pousser, à transporter. Et parallèlement à ça, donc sur ce mur, on va faire reproduire des mini tableaux du musée, mais magnétiques, que les enfants pourront manipuler, accrocher ou carrément détourner, je sais pas moi, pour faire un chemin ou une construction. Et voilà. Et l'idée, on se disait, ça pourra peut-être simplement aussi être avec son parent de regarder ce petit tableau, ce mini tableau magnétique, et ensuite d'aller le retrouver dans le musée. Des choses toutes simples. Et parallèlement à cet espace qui pourra être utilisé de manière autonome par les parents et les enfants, nous on va proposer des ateliers parents-enfants avec différents thèmes. Donc on en a 6, si je ne dis pas de bêtises. On en a un sur la lumière, un sur le regard, un autre sur la couleur, les mains, et puis le langage et le bruit. Et le son, voilà. Et le son. Donc on a 3 ateliers prévus, 3 journées en fait dédiées aux parents et à leurs enfants. Donc ça se décomposera en 2 temps, un atelier le matin, un atelier l'après-midi. Ce sera sur inscription. Donc ce sera, pour l'instant avec les conditions sanitaires, comme on ne nous a pas donné de jauge, on a limité un enfant, un adulte. Donc pour l'enfant, c'est gratuit. Pour le parent, c'est 3 €. Et ensuite, donc Elsa et moi, on a concocté
voilà, oui, différentes animations autour d'un thème choisi. Donc il y aura un petit temps de médiation, ce sera sûrement un tableau avec effectivement oui, un temps de médiation, un temps de manipulation de jeu libre, et puis Elsa qui sera là pour nous décrypter un petit peu tout ce qui se passe je vous expliquer après. Quand l'enfant manipule. Et donc là, bon, comme on n'avait pas justement la petite maison, on a mis des petits exemples de choses qu'on a déjà pu voilà, expérimenter. Ça, c'est des petites bouteilles de couleurs que j'avais utilisées, mais là, c'est plus pour un public de maternelle ou de petite section. En fait, c'est des bouteilles, quand on les secoue, on obtient la couleur complémentaire, en fait. Donc, mais après, voilà, oui, effectivement, ça peut être détourné par l'enfant, on peut le faire rouler, on peut... et puis, donc, je sais pas, on verra si on pourra peut-être réutiliser. On a aussi, voilà, il y aura des sacs aussi à disposition pour pouvoir sortir, cacher, ranger, transvaser, vider, faire du bruit, cacher des choses dans les sacs. Là, ici, on avait fait des petites bouteilles... je sais pas, qui peut nous faire penser au bruit des vagues, ou voilà, faire des petites choses où on retrouve deux sons identiques. Enfin, je crois que là-dedans, je sais plus, j'ai mis du sel, là il y a du riz, dans un autre il y a du riz, des grelots, voilà. Alors le seul truc qui manque, c'est que voilà, j'ai pas sécurisé en collant avec de la glu hyper forte. Et puis oui, voilà, on a mis des objets aussi. Comment ? J'avais une stagiaire qui avait travaillé sur détourner justement les objets du quotidien. Voilà. D'accord. Aux parents de fabriquer des choses avec leur enfant. Ah, génial. Et donc, généralement, dans nos ateliers parents-enfants, il y aura toujours un moment où, avant de rentrer vraiment dans l'animation, on fera comme une petite chasse à notre thème. Par exemple, je sais pas, la lumière, et voilà, on partira à la chasse à la lumière. Et donc, voilà, on déambulera dans le musée à la recherche de ce thème-là. Et je vais peut-être... Vas-y. Vas-y, bien sûr. Peut-être, alors, pour retrouver les dates, sur le site. Oui, sur le site... je me mets plus loin, comme on n'a pas de masque. Passionnément Moselle. Sur le site Passionnément Moselle, il y aura les dates des prochains ateliers. Donc, 6 ateliers répartis sur 3 jours. Donc, il y a le sur inscription. Sur inscription, donc il y aura le 29 mai. Non, ça c'est c'est plus ce que je raconte. Non, parce qu'à cause du corona, on a dû changer nos dates. Je crois que le prochain, c'est 17 juin, 3 et 4 juillet, 19 juin. Et 3 et 4 juillet. Voilà. Ou donc, on a mis des jours proches parce que moi, je ne viens pas de la région, donc c'était juste pour éviter que je sois là pour plusieurs dates à la suite. Alors, je vais juste vous expliquer quelques points. Donc finalement, le super projet d'ici, c'est de faire exister le jeu libre dans cette pièce. Donc, des objets comme ça à disposition, des choses détournées. Emmanuel a eu une super idée tout à l'heure. Comprenez bien qu'ici, c'est un projet pilote. C'est ouvert. On sera très contente d'avoir vos retours. Pour continuer à avancer, pour pérenniser le lieu. Donc, je vais répondre rapidement aux questions. Ce lieu restera ouvert, c'est la salle de jeux libres du musée, dédiée à la petite enfance. Moi, je pense qu'on va l'annoncer plutôt 0-6 ans. Bien évidemment, s'il y a des enfants de 8 ans, ils seront les bienvenus, mais vraiment parce qu'on est là avec un souci d'accompagnement à la parentalité, de prévention, et qu'on vise quand même tout particulièrement les tout petits, voire les mamans enceintes, et surtout, j'enfonce bien le clou, les publics fragiles. Qu'on va essayer de faire venir ici des gens qui ne sont jamais allés au musée, comme peut-être aussi prendre cet endroit comme prétexte. Allez voir, c'est juste une pièce où il y a des jeux. Et votre enfant va découvrir des œuvres. Parce que là, ce mur sera magnétique. Il y a vraiment l'idée, on a tout réfléchi ensemble, tout pensé pour faire exister le jeu libre actif. Donc on se déplace. Tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin existera dans cette pièce. C'était aussi l'idée de la reproduction du musée au sein de cette pièce par cette cabane en bois. Et l'idée de pouvoir, la frustration, je pense, que va avoir les enfants, c'est de ne pas toucher les œuvres
Et là, de pouvoir Tout à fait. les toucher, les manipuler, se les aller approprier. à l'intérieur de la cabane pour dire que je vais moi-même au sein du Absolument. musée, dans une petite pièce, et de s'approprier les lieux en tant que jeune enfant. Donc ça, c'était vraiment l'idée de départ Tout à fait. des équipes de la culture. Et du coup, de ce travail en commun, ce genre d'échange qu'on a là, on l'a eu en amont pour inventer et pour créer ce projet, entre les impératifs de la petite enfance, les idées de la petite enfance et de la culture. C'est nouveau. Attention, moi je vais vous assister à quelque chose de nouveau, une grande première. Moi je veux que Roselyne Bachelot soit au courant, mais je rigole pas en plus. on teste et tout ça. Non mais moi je crois que là, on est vraiment dans le mille, quoi. On se sert des ressources, vous faites votre métier, vous faites de la prévention, vous faites de l'accompagnement, enfin, on a tout quoi dans un projet comme celui-là. Et c'est vrai que la petite cabane, on l'a même réfléchi pour qu'elle reproduise, qu'elle rappelle un petit peu les volumes du musée. Donc un petit peu en hauteur comme ça. Et puis bien sûr, moi du coup je suis intervenue dans ce projet un petit peu aussi je veux dire avec mon expertise entre guillemets d'orthophoniste, qui plus est formé pour le domaine qu'on appelle logico-mathématique, le raisonnement. Donc, de réfléchir à toutes ces conduites qu'ont les enfants jeunes et de pouvoir les permettre ici par les objets. Donc, se déplacer, transporter, faire rouler, bouger, déplacer, chercher des mèmes avec les œuvres. Enfin, vous voyez, on a eu toute cette réflexion de comment faire exister tout ça par des objets très simples. Je tiens, comme je le disais tout à l'heure, à ce que des choses soient cachées dans des sacs. Il va y avoir aussi là-bas un petit système d'étagères pour aussi mettre des choses en hauteur. Je tiens beaucoup à ce que cet endroit ne soit pas saturé d'objets. Je tiens à ce qu'il y ait une forme de vide, que l'enfant ait à demander, peut-être le parent aussi, qu'il y ait peut-être d'abord un mouvement naturel de l'enfant, de faire quelque chose de son corps, de se déplacer, etc., d'aller vers un ou deux objets qui sont sortis. Si vous investissez ce lieu avec des enfants à vous, je vous encourage vraiment à réfléchir comme ça, puisque les enfants aujourd'hui sont saturés d'objets. Donc, il faut leur proposer un petit peu de minimalisme. En plus, on est dans un musée, ça s'inscrit très bien là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... vous voyez, un musée, c'est réfléchi pour avoir un espace, pour se déplacer, pour s'imprégner, pour respirer. On le sent bien ici. Et donc, tous ces thèmes vont nous permettre de vivre aussi tout ça. Alors, on a mis des thèmes. Vous comprenez bien qu'à chaque fois, ce sont des situations de départ. Nous, on avançant, on va très probablement avoir un tapis qui sera qui se transformera en espèce de baluchon avec quelques jouets dedans et probablement qu'on va quand même mettre le tapis pendant qu'on parlera aux parents pour qu'il se passe des choses, que les enfants jouent sous les yeux des parents. Mon travail à moi, donc j'interviens déjà dans des choses du même genre au Lab Bébé de la Villette, par exemple, qui est un espace 0-2 ans, 180 mètres carrés, que de jeux libres. Notre association a fait partie, nous avons collaboré à la création de tous les objets qui servent à jouer. Il y avait une contrainte là-bas qui était zéro plastique. Donc, travailler avec des artistes, c'est passionnant. Donc, je veux dire, notre travail à nous, dans le domaine de la parentalité à ce moment-là, moi, ce que je vais faire ce jour-là, je vais être là et je vais décrypter un petit peu ce que fait l'enfant ou répondre à des questions très précises des parents. Parce que on leur dit, voilà, il y a quelqu'un qui est là, Elsa, elle est orthophoniste, ils vont dire, oh là là, comment il apprend à parler partout où on va, quand on est orthophoniste, quelqu'un nous dit, tu peux pas me trouver un rendez-vous, voilà. Mais vous voyez, c'est vraiment il y a des choses qui prennent vie sous nos yeux, de voir à quel point c'est important, parce que évidemment, ce qu'on veut tous, c'est que les gens emmènent ça chez eux, cette envie de voir qu'on peut faire avec pas grand-chose. Et donc juste, par rapport à moi, mon métier de médiatrice, moi, mon rôle, c'est vraiment de faire du lien entre l'œuvre d'art et le public, faire en sorte que les gens s'approprient le lieu et s'approprient les œuvres et se sentent
légitime. Et donc pour ça, voilà, il y aura un double discours en fait. À la fois, il y aura des supports pour les enfants en lien avec le thème, mais il y aura aussi voilà, un discours à l'attention des parents. Mais voilà, oui, du coup, la médiatrice culturelle, elle est là franchement pour faire du lien, pour faire vivre une expérience aussi commune aux gens qui viennent au musée. Et puis, quelque part aussi, en toute modestie, quoi, mais démocratiser un petit peu un lieu qui peut paraître, on se dit, le musée, ou je sais pas, ou l'opéra, ou... Des fois, on a un peu tendance à se dire « Ah, c'est pas fait pour moi, ça va être compliqué ». Mais justement, le rôle des médiateurs, on est vraiment là pour voilà, faire en sorte que ce soit... Oui, que les gens puissent s'emparer du lieu. Il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. Oui, et du coup... Ouais. Est-ce que du coup, les professionnels de la petite enfance, que ce soit au niveau des crèches ou des assistants maternels, est-ce qu'ils peuvent venir te solliciter en tant que médiatrice en disant « J'aimerais bien participer à un atelier » avec 3-4 enfants carrément. Comme vous faites avec les parents sur le mois de juin, juillet, est-ce que demain, les professionnels de la petite enfance pourront solliciter le musée de la Tour? Bon, alors pas tout de suite, parce que voilà, il y aura une petite pause, mais oui, à terme, bien sûr, ce serait super. C'est exactement, il faut bien se rappeler, on est dans un projet pilote qu'on est en train de co-construire. Oui. Et donc, toutes les idées sont bonnes à prendre. Il y a une date à noter, c'est le 6 novembre. Il y aura la conférence de fin où nous reviendrons sur ce qui aura été fait. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on a pensé dans tous nos ateliers à bien garder des traces de ce que les gens auront vécu. Et d'ailleurs, sur un côté de la cabane, il y aura une peinture craie pour écrire à la craie et les gens seront encouragés à faire un dessin, laisser un mot, ce qu'ils veulent pour dire ce qui leur reste comme mot, ce qui leur vient comme mot après cette expérience. Et sur les murs aussi, il y aura des mots écrits. On ne vous a pas dit ça. Oui. On a sélectionné 12-15 mots comme santé culturelle, s'émerveiller, se parler, etc. pour que les gens en arrivant ici soient dans une ambiance et que ces mots les interpellent un peu ou qui repartent avec ces mots dans leur tête en se disant ça c'est vraiment important. Donc le côté projet pilote, mais lancez-vous, soyez créatifs, prenez appui sur tout ce qu'on a fait. On ne peut pas vous garantir que ce sera construit demain, mais bien sûr faites-nous remonter vos idées et l'idée c'est que vous veniez ici. Si on fait tout ça, c'est pour que ça existe et que ça vive, que ce soit diffusé autour de vous, que les gens s'en emparent et encore une fois, que les publics fragiles accèdent à la culture. La culture, c'est ce qui nous relie les uns aux autres. C'est pas plus que ça. Il y a l'art dedans et il faut aller chercher du côté de l'art, de la transmission, etc. Mais c'est ça, c'est ce qui fait lien. Ce qui fait lien aujourd'hui, c'est ce qui est malmené dans la société d'aujourd'hui. Donc, là, on permet quelque chose. Alors, le 6 novembre, on fera donc une conférence de fin où on reviendra sur tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vécu, puisque je le rappelle, c'est un projet pilote. Nous expérimentons les choses, donc il y aura des réajustements, on va se nourrir de vos retours, etc., des retours des parents. On fera vraiment le bilan de tout ça le 6 novembre. Si vous pouvez venir, ce serait vraiment super aussi pour vous aussi témoigner de votre expérience et tout ça. Et puis donc moi, je réfléchis et on m'a engagée pour ça, si je puis dire, pour comment pérenniser cette expérience, comment l'installer dans le temps et comment la diffuser dans d'autres lieux de Moselle. L'idée étant que sur les 3 prochaines années, mais pour l'instant c'est à l'étude, rien n'est fait, on y réfléchit, ce serait de faire des espaces de jeux libres dans chaque lieu culturel départemental mosellan, sur tous les territoires, y compris à l'extérieur, parce que vous avez aussi par exemple le Lindre. C'est ça. Voilà, les jardins de l'Indre, enfin les temps de l'Indre. Les temps de l'Indre, voilà. Donc d'avoir un lieu ressource comme ça, dédié à la parentalité et à l'enfance, qui existe par des ateliers, qui existera parce que vous vous en emparerez, vous professionnels, et qui existera parce que les parents y viendront. Mais il me semble que c'est quand même intéressant quand on est parent de savoir, donc nous réfléchissons à une espèce de parcours bas âge.
C'est-à-dire, j'ai un enfant de 2 ans, je peux aller là, il y aura ça à faire, il y a ça sur place, mais attention, qui sont des points de départ et non pas comme ce qui existe déjà, des ateliers avec des trucs à faire, des visites guidées et tout ça. Attention, je trouve ça très intéressant, mais ce n'est pas notre projet ici. Notre projet est vraiment de créer du jeu libre, de la connexion, voilà, quelque chose, voilà, de la découverte, de la curiosité et vraiment ce côté imagination, créativité qui se perd un peu. Je réfléchis aussi à une autre idée qui pour l'instant n'a pas vu le jour, mais qui serait de raconter des histoires à partir d'œuvres, des histoires inventées, avec beaucoup de choses imaginées et qui seraient donc enregistrées avec un artiste. Je suis en train de formaliser ça, mais j'aimerais vraiment pouvoir vous annoncer le 6 novembre que ce sera une suite de ce projet. Il y aurait des QR codes à côté de, mettons, 4 œuvres du musée et en écoutant ça avec le QR code, le parent et l'enfant pourraient écouter une histoire écrite spécialement pour un petit, qui soit à son niveau et qui véhicule l'idée, qui montre aux parents que l'enfant peut s'intéresser à une image fixe, une œuvre d'art. Mais sans lui dire « attends, reste là », mais en le captant, en captant son attention de manière, j'allais dire, positive. Ça, ce serait une façon aussi de prolonger le projet et d'inciter les gens avec des jeunes enfants à venir au musée. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Bon, midi et demi, on va vous laisser un petit peu la parole aussi, peut-être. Voilà, ouais. Oui. Et... moi, je voulais juste faire une petite précision que je n'ai pas faite en oui, intro. Voilà, c'était ça. Par rapport au lieu où on se trouve. Donc là, en fait, on est au musée Georges de la Tour, à Vic-sur-Seille. Georges de la Tour, c'est un peintre du XVIIe siècle qui est né ici, à Vic. Et donc, dans nos collections, on a 2 œuvres, 2 toiles originales de l'artiste et des œuvres qui proviennent de ses ateliers. Toutes les autres toiles que vous avez pu voir sont des toiles qui ont été faites par d'autres artistes à d'autres époques. Donc voilà, ça me semblait juste important de le préciser, pas que vous repartiez avec l'idée de « waouh, on a vu plein de la tour voilà. Et justement, bon, je ne pense pas qu'on aura le temps, mais bon, sinon au rez-de-chaussée, c'est vrai qu'on a plusieurs reproductions de tableaux de Georges de la Tour. Et il y en a un qui est très très beau et je suis sûre que vous l'avez déjà vu sans forcément savoir que c'était un tableau de Georges de la Tour. C'est un tableau qui représente une femme avec un nouveau-né dans les bras et une seconde qui tient une bougie et qui regarde l'enfant, et elles ont toutes les deux leur regard porté sur ce nourrisson qui dort en fait. Et donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite précision pour qu'il n'y ait pas de mélange. On passera le voir celui-là. Passez le voir, il est juste au-dessus. Il est magnifique ce tableau. C'est une reproduction ici, je crois que tu l'as dit, Emma. Oui, c'est une reproduction il est à celui-là. Rennes. Et juste comme ça, pour la petite anecdote, en fait, à Rennes, on l'appelle la Joconde bretonne. Ouais. Il est vraiment super, je suis sûre que vous le connaissez. C'est magnifique. Voilà, il a été représenté en timbre, voilà, et il est très 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 demandé. On a eu la chance de l'avoir en vrai ici il y a quelques années, mais il est très souvent demandé en prêt. Donc on passera le voir. On peut passer. Voilà. Oui, écoutez, oui. Est-ce qu'on a fait On a fait le tour. Moi, je vais vous faire mon petit coup favori en fin de formation. Je vais vous demander à chacune de dire un mot qui vous vient là tout de suite à chaud, qui résumerait ce que vous avez vécu ce matin, cette formation, ce moment qu'on a vécu ici, parce que c'est quand même super original de faire une formation dans cet endroit. Donc, un seul mot, chacune. Qu'est-ce qui vous vient là comme ça? Un mot. Créer. Créer. Imagination. Chance. Chance. Oh c'est beau ça. Nouveauté. Nouveauté. Renaissance. Oh, renaissance. Mais c'est magnifique. Ouais. Langage. Découverte. Curiosité. Originalité. Tout le monde a parlé, Emmanuel? Santé culturelle. Voilà, c'est bon. Voilà. Tout le monde a parlé? Innovation. Voilà. Merci Emma. Et merci Delphine qui n'est pas là et qui a beaucoup travaillé pour que ce projet ait lieu. Elle le soutient de toutes ses forces depuis le début. Voilà, non, c'est clair.